Mardi 22 octobre 2024, le jour J est arrivé et pourtant pas de keynote, pas même de keynote annoncée pour le moment pour ces derniers jours du mois d'octobre. Des jours d'autant plus cruciaux que les versions 1.1 des nouveaux systèmes, celles qui embarquent les premières briques d'Apple Intelligence, sont confirmées par Apple pour arriver la semaine prochaine. Les nouveaux Mac M4 n'ont jamais été aussi proches, alors à quoi s'attendre? Ce sera l'événement de la semaine qui commence ou l'événement de la semaine prochaine. Certains la considèrent comme une révélation. Elle, c'est l'Apple Watch Série 10, sujet central de notre test de la semaine, avec un poignet, celui de Fabrice Neumann. Alors est-elle à la hauteur de la présentation qu'en a faite Apple il y a un mois? Réponse à suivre avec son test complet de la nouvelle Apple Watch. Apple a-t-elle vraiment 2 ans de retard sur les géants de l'intelligence artificielle comme OpenAI, Meta ou Adobe? C'est le sentiment de certains employés d'Apple en interne selon Mark Gurman. Alors, impression ou réalité? Et si c'était pour mettre tout le monde d'accord dans quelques mois et comme l'affirme Tim Cook, changer nos vies? Ça va être notre débat de la semaine et ça promet. Et puis le bonus hebdo exclusif pour nos soutiens Patreon. Cette semaine, on va faire un bond en avant de presque 3 ans pour se projeter en 2027 avec des lunettes Apple de réalité augmentée sur le nez et dans les oreilles des AirPods munis de caméras, crédibles ou pas. Pour en profiter, rendez-vous sur patreon.com/iWeek. Autant vous dire que comparé à un jour qui aurait dû être un jour de keynote Mac M4, ce mardi 22 octobre 2024 est bien calme. Ça n'enlève absolument rien au bonheur de vous retrouver. Je suis Benjamin Vincent et je me réjouis du démarrage il y a quelques instants des streams qui vous permettent de suivre cet enregistrement en direct, que ce soit sur X, sur Twitch, sur Facebook, sur LinkedIn Live et sur YouTube via la chaîne de Watch Audio. Évidemment, abonnez-vous et suivez-nous sur chacun de ces réseaux. Merci d'être au rendez-vous aussi sur les différents chats. Il est 18h02 et on est à votre écoute. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, vous êtes déjà un certain nombre à être au rendez-vous. Merci de votre patience. On a démarré avec quelques petites minutes de retard. Fabrice, toi qui suis le chat, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et tous. J'essaie de suivre les chats. Et oui, on a déjà plein de messages qui sont tombés depuis qu'on a ouvert les canaux. Maxime et Pierre, les premiers sur YouTube, sur X, qu'on ne peut pas montrer en direct, mais on a Thibaut Bisson qui nous a rejoint sur X, merci à lui. Et puis je vois un certain François Lutruedix aussi qui a laissé un message sur X, merci à lui, c'est gentil. Voilà, donc on est là et on est content, voilà. Si vous nous entendez, on va dire que c'est le principal. Merci en tout cas d'être là. On sait que vous êtes à l'écoute de ce numéro 204 d'iWeek, la semaine Apple. Et on est très heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que dans 2 semaines, ce sera le deuxième numéro de notre iWeek interactif. Notez la date du 5 novembre. Vous pourrez à nouveau participer en visio à l'émission et intervenir dans nos discussions en étant parmi nous. La seule condition, c'est de faire partie de nos soutiens sur patreon.com/iWeek. Vous recevrez un lien spécifique juste avant le direct pour vous connecter. Et donc n'attendez pas, allez sur Patreon dès maintenant et rejoignez la communauté. Vous nous aiderez aussi à poursuivre l'aventure iWeek. Et donc bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous du podcast en version audio et vidéo, que ce soit en live ou en replay. Et bonjour aussi à vous, la team iWeek. Bon, Fabrice, c'est déjà fait. Je t'ai déjà dit bonjour. Je rappelle que tu es consultant tech pour les petites entreprises. On te lit aussi sur commentsamarche.net et sur ton site à toi. Et sur mon site à moi, neumann.fr. Gilles, salut. Je profite de toi parce qu'on ne sait pas si tu vas réussir à finir l'émission. Non, ça risque de couper rapidement. Ça doit être à 3 ou 4% de batterie, donc profitez-en. Bon, si tu pars, on te retrouvera. Je rappelle que tu es l'ancien rédacteur en chef de Mac+, et le co-auteur d'iPod Backstage avec Marc Geoffroy. Et je salue aussi l'un de ceux qu'on a le moins souvent le plaisir de croiser le mardi. Mais tu es toujours là. Et c'est François Lutruedix. Salut François.
Toujours vivant, rassurez-vous. Salut Benjamin, très heureux Toujours. de vous retrouver ce soir. Et puis, désolé pour la mauvaise qualité du son, j'ai des petits soucis de micro, ça sert tellement peu que du coup, Mais non. quand on relance la machine, c'est pas toujours le top. Mais oui, mais il est très bien ton son, t'inquiète pas. En plus, tu es un pro, toi qui es à la fois enseignant et formateur. Tout à fait, double casquette. Ah, ça y est, on a les messages qui remontent. Ça arrive chez Riverside. C'est par pelleté. Bon, on va y arriver. On commence par notre droite suite à nous. Hein. Vous le savez, c'est cette nouvelle chronique Retour sûr qui a fait son apparition à la rentrée. Chaque semaine désormais, on prend quelques minutes dès le départ pour compléter une info, pour la rectifier ou l'enrichir. Et aujourd'hui, Fabrice, tu veux revenir sur les AirPods 4 avec ANC que tu testais la semaine dernière et auquel tu as mis une note de 4 sur 5. Oui, alors je change pas la note, toujours 4 sur 5. Hein. Je rappelle que j'avais mis 4 sur 5 essentiellement pour le prix que je trouve trop élevé. Hein. Ce modèle avec réduction active de bruit est à 199 €. Ça marche bien. Bon, je vous invite à écouter ou réécouter le test de la semaine dernière. Mais je voulais revenir sur deux petites choses. D'abord, m'excuser parce que plusieurs fois en réécoutant, je me suis aperçu que j'ai dit AirPod Pro 4 au lieu d'AirPod 4 avec ANC. Je me suis mélangé les pinceaux et donc c'était parfois un peu confus. Donc j'espère que vous me pardonnerez. Il s'agit bien donc des AirPods 4. Voilà. Si on suit à peu près les AirPods Pro 4 devraient arriver, je sais pas, en 2028. C'est donc, ça. Donc c'était pas, j'avais pas un super scoop à 4 ans à l'avance. Et puis un petit détail que j'avais omis de dire, ce que je trouve formidable dans ces modèles avec réduction active de bruit, c'est que même lorsque ça n'enlève pas la totalité du bruit ambiant, ça permet quand même de faire quelque chose de très important, c'est de réduire le son à l'écoute. Et c'est aussi très important pour ne pas abîmer ou moins abîmer ses tympans. Et parce que quand on a des AirPods tout court ou des écouteurs tout court qui n'ont pas de réduction active de bruit, quand on est dans un environnement bruyant, on a tendance à mettre beaucoup plus fort. Et du coup, on peut endommager ses tympans parce que d'un seul coup, on met très fort. Donc, rien que pour ça, même si ça n'enlève pas tout le bruit ambiant, je trouve que c'est très, très utile d'avoir ce modèle-là avec réduction de bruit pour pouvoir écouter aussi moins fort sa musique ou ses podcasts. Voilà ce que je voulais ajouter sur mon test des AirPods 4 avec réduction de bruit. Merci Fabrice pour ce retour sur... On attaque tout de suite avec le non-événement de la semaine, j'ai envie de dire, hein, puisque ce mardi 22 octobre, j'avais misé sur cette date pour la fameuse keynote qu'on attend, celle qui devrait voir arriver la nouvelle gamme de Mac M4, Mac Mini, iMac, MacBook Pro, voilà. Ces Macs, on les attend. On a en tête cette date de disponibilité potentielle au 1er novembre glissée par Mark Gurman il y a quelques semaines. Le 22 octobre, ça me semblait la date logique puisque on est 10 jours avant le 1er novembre et on sait qu'en général, c'est des annonces le mardi pour une sortie le vendredi de la semaine suivante. Et ce vendredi de la semaine suivante, ce sera le 1er novembre. Et en fait, pas de keynote aujourd'hui. Alors d'abord, je voulais avoir votre réaction sur... non seulement il n'y a pas de keynote, mais il n'y a pas d'annonce de keynote pour l'instant. Quel est votre sentiment là, à l'heure où on se parle, François ? Je suis assez perplexe dans le sens où c'est vrai qu'on aurait pu miser, parce que c'est quand même des annonces assez importantes, on aurait pu miser sur une keynote. Visiblement, d'après ce qu'on peut lire à droite à gauche, ce sera sans doute pas une keynote, ça risque d'être juste une présentation à l'arrache. C'est un peu comme l'iPad mini, au final, l'iPad mini qui est sorti juste avec un communiqué de presse. Là, visiblement, on aurait peut-être une vidéo de présentation. Mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une mise en avant, surtout que voilà, les ventes du Mac sont quand même un petit peu en baisse, voire beaucoup en baisse, et c'est quand même un moyen de relancer la machine. Mais bon, il y a peut-être aussi de l'attente du côté de l'IA ou pas mal de petites choses, mais ça, je suis un peu triste pour le Mac, puisque bon, l'iPhone a à chaque fois le droit à des keynotes en long, en large et en travers, magnifiques. Et puis le Mac, plus trop au final, donc je trouve ça dommage. Alors, une info quand même intéressante, hein. On a appris ces dernières heures que Greg Joswiak, donc le grand patron du marketing mondial, est en Turquie, donc en Europe cette semaine. On a appris, moi je l'ai appris il y a quelques minutes, que Tim Cook
et Jeff Williams, donc son numéro 2 opérationnel, sont en Chine en ce moment. Est-ce que ça éloigne les possibilités d'un événement Apple imminent ou pas, Fabrice? Comme c'est un événement qui sera très probablement une vidéo, ils n'ont pas besoin d'être sur place. Hein. Ils peuvent être n'importe où, cachés dans une cave. Et puis on aura quand même une vidéo. Donc non, ça je pense pas que ça joue en fait. Au contraire d'ailleurs. Est-ce que pour toi c'est un signe qu'il va ou qu'il va pas se passer quelque chose dans les prochains jours? Alors, pour l'anecdote aussi, ça m'a bien fait rire quand même. Quand tu avais soumis la date potentielle du 22, tu avais indiqué que c'était un calcul à la Eli, qui n'était pas là à ce moment-là. Et quand on en a parlé entre nous, Eli, il a dit « mais non, pas du tout ». C'est vrai. Ça nous a bien fait rire. Et lui, il disait plutôt le 28 ou le 29. Alors, est-ce que ça peut encore arriver? J'imagine que oui. Alors, on est le 22, même si c'est juste une vidéo, il y a souvent quand même entre guillemets, des invitations ou en tout cas un événement prévu et on n'a toujours rien reçu le 22. Ce serait donc, on est 6 ou 7 jours avant, ça commence à faire un peu court. Je sais pas trop, c'est un peu bizarre. Alors, en même temps, Fabrice, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose à montrer. Alors, Bah oui, alors je suis d'accord, mais je rebondis sur ce que vous avez dit tous les deux. Fabrice, tu dis qu'il n'y a toujours pas d'invitation. François, tu disais qu'il n'y aurait sans doute pas de keynote, de grosses keynotes. Comment vous voyez l'événement se matérialiser, du coup, s'il a lieu, on va dire, en début de semaine prochaine? Est-ce que vous pensez vraiment que ça pourrait tourner comme pour l'iPad mini 7, c'est-à-dire un simple communiqué de presse et le site Apple mis à jour? Parce que je pense, comme toi, Fabrice, que ça mérite davantage. Moi, je mise sur un envoi de vidéo de présentation comme ils nous ont fait il y a quelques temps, là, et puis un communiqué de presse. Et puis je pense qu'il y aura peut-être des petits événements de presse. Comme il peut y en avoir à Londres, au siège d'Apple, histoire de dire venez les voir, ils sont magnifiques. Mais pour moi, clairement, il n'y a pas de volonté d'Apple de vraiment faire un grand raout comme on a pu le voir, je le redis, pour l'iPhone ou autre. Et je trouve ça dommage, parce qu'on parle quand même d'un Mac mini redesigné. C'est là où on voit qu'au final, le Mac, c'est un peu devenu l'enfant qu'on cache dans le placard, quoi. Je trouve ça vraiment, mais c'est le sentiment que ça me donne, en fait. Peut-être pas. On n'en est pas encore là, hein, mais... Ça peut encore être un événement important dans quelques jours. Alors, il y a dû avoir des choses depuis, mais ça me fait penser, moi, à la vidéo d'iPadOS 14.5. Il y a eu une vidéo qui était tombée avec une démonstration de Craig Federighi sur la compatibilité avec un trackpad, avec le curseur rond qui est apparu sur l'iPad, etc. Il y avait... pas eu d'invitation, quoi que ce soit. D'un seul coup, on a vu une vidéo, 20 minutes, pour dire que c'était formidable et qu'on pouvait maintenant utiliser un iPad comme un ordi avec le clavier, machin. Donc, ça peut être ça. Ça peut ressembler à ça. On ne fait pas un raout, parce que, voilà, on est tous d'accord, je crois qu'il y a... il y a de quoi montrer. On s'attend à donc un Mac mini qui serait peut-être un Mac Nano. Il y a des questions qui se posent autour d'un Mac mini avec le M4 Pro. Donc tout ça, on s'attend à des Mac avec les processeurs M4 qui, rappelons-le, pour l'instant a déjà été présenté mais n'est disponible que sur l'iPad Pro. Ouais. Et ça commence à faire des mois, ce qui est quand même assez étonnant. Donc voilà, des Mac avec ce processeur et en version M4 Pro, et puis peut-être, alors c'est ça qu'on verra, on verra peut-être pas, le Mac Studio avec un M4, j'arrive pas, je n'arrive pas à me rappeler des trucs. Ouais. Ultra, un autre Max et Ultra. Max et Ultra. Il y aura pas de non, il y aura pas ça. Studio, et donc là. M4 Pro, est-ce qu'il y aura un iMac avec un M4 dedans, des MacBook Pro, oui. Voilà. Bah oui. Le programme. L'iMac, moi je mets pas de pièces dessus, moi par exemple. Le programme théoriquement, c'est MacBook Pro M4, iMac M4, Mac Mini M4 avec un design plus proche de l'Apple TV que du Mac Mini tel qu'on le connaissait. Voilà.
A priori, l'iMac va pas changer du tout de design. Et le MacBook Pro, si on en croit les youtubeurs russes, si ce n'est le premier modèle qui gagnerait le 3e port Thunderbolt 4 USB-C, il n'y aurait pas de changement. Si ce n'est les 16 Go de RAM, sans doute. Oui, on a vu sur la fuite russe que c'était a priori un MacBook Pro d'entrée de gamme avec 16 Go de RAM, mais on ne sait pas si c'est le modèle de base, justement. C'est important de... C'est vrai. C'était pas une preuve de ça. Non. Voilà. Il y a peut-être un modèle 8 Go qui se cache. Alors 8 Go, ça me paraît vraiment trop peu. On l'a déjà dit plusieurs fois, et notamment pour les modèles Pro. Et puis... on va normalement aussi avoir, s'il y a une présentation quelconque, même si c'est un communiqué de presse, de toute façon, il y aura plusieurs paragraphes sur Apple Intelligence, on y reviendra sûrement un peu tout à l'heure. Il faut au moins 8 Go de RAM pour faire tourner Apple Intelligence, c'est le minimum qu'il y a sur les nouveaux iPhones notamment, et sur l'iPad mini 7. Et donc la question de savoir, est-ce que au moins, enfin, sur les modèles Pro de Mac, il y aurait 16 Go minimum, et est-ce que sur les modèles plutôt d'entrée de gamme, est-ce qu'ils arriveraient quand même enfin à monter à 12 ? S'il vous plaît, monsieur, madame Apple, quand même. Parce que le truc, c'est que... On n'a jamais vu de Mac à 12 Go. Non, mais rien n'empêche. Oui. Rien n'empêche. Parce que pour faire tourner un modèle... C'est pas un peu rare ? Ben, c'est un peu rare. Ben, on parle d'Apple quand même. Oui, justement. Donc ils sont pas à l'abri d'une attitude supplémentaire. Donc non, je vois pas. Et, en fait, c'est pour ça que c'est souvent un mélange de ce qu'on pense voir venir et ce qu'on espère. C'est-à-dire que 12 Go, ce serait quand même utile parce que pour faire tourner un modèle d'IA localement, il faut entre 3 et 4 Go en RAM pour que ça tourne correctement. Et ça fait partie des annonces que Apple a faites autour d'Apple Intelligence, c'est qu'il y a un certain nombre d'outils qui tournent en local, pour les outils de traitement du texte, par exemple, pour faire des résumés, des choses comme ça. Donc, en fait, un Mac à 12 Go demain, c'est pareil qu'un Mac à 8 Go aujourd'hui pour faire tout le reste. Il y a une comparaison que je trouve intéressante, qu'on trouve notamment sur 9to5Mac, c'est la comparaison avec 2 événements Apple de l'an dernier. Le premier, c'était l'événement Let Loose qui était consacré aux iPads au mois de mai. Et le deuxième, qui est encore plus parlant, c'était l'événement Scarifast, qui était un événement dédié aux annonces de Mac, qui était lui aussi en octobre donc 2023. À chaque fois, il n'y avait pas de keynote à regarder à l'Apple Park. Il y avait juste un stream online qu'on pouvait regarder où qu'on soit. Et il y avait à New York et à Londres des voyages de presse qui étaient organisés pour que les journalistes européens et américains puissent approcher les produits et faire les premiers papiers en ayant le sentiment de les avoir eus entre les mains. On serait dans cette configuration-là. Alors, ce qui est intéressant en termes de date, c'est que l'année dernière, donc pour l'événement Scarifast qui avait eu lieu le 30 octobre, l'officialisation était arrivée le 24. Donc, si on se dit que l'événement pourrait avoir lieu soit lundi 28, soit mardi 29, ça veut dire qu'il pourrait être officialisé entre aujourd'hui, 22 octobre, et demain, le 23 octobre. Donc on est vraiment... ça peut tomber pendant qu'on enregistre. Hein. On va répéter ce qu'on avait dit la semaine dernière. On va rester en ligne jusqu'à ce qu'il y ait un événement qui soit annoncé. Non mais Mark Gurman sur les réseaux dit que c'est l'arrivée de ces Mac M4, elle est vraiment pour très bientôt, je cite. Donc là, on est vraiment dans une question de jours. Et donc probablement que cette annonce va tomber dans les 24 heures qui viennent. L'annonce, en tout cas, de l'événement qui va les officialiser. En tout cas, très probablement, c'est pour la semaine prochaine. Les dates qu'on a en tête, qui sont des dates très importantes, c'est le 28 octobre, a priori, l'arrivée d'iOS 18.1 avec les premières briques d'Apple Intelligence. On va en reparler tout à l'heure. Le 31 octobre, l'annonce des résultats trimestriels d'Apple, rendez-vous qui a lieu tous les 3 mois,
et le 1er novembre, si on en croit Mark Gurman, la dispo des produits qui auront été annoncés lors de la keynote, qui aurait donc lieu de manière assez inhabituelle, peut-être seulement 3-4 jours avant la dispo, et pas 10 jours comme dans le cas de l'iPhone et de l'Apple Watch par exemple. Ça vous surprendrait, ce timing hyper serré autour de la fin du mois là ? Clairement, oui. Maintenant, on n'est pas sur des iPhones. En fait, donc on sait que les iPhones, ils calculent toujours un délai de livraison, etc. Par contre, là, c'est vrai que tu te dis que 2 ou 3 jours. C'est pas énorme, quand même. Mais, Fabrice, c'est quoi ? Il y a moins de quantité, c'est plus gérable dans un temps aussi ramassé ? Alors, je suis un petit peu distrait parce que je suis en train de regarder aussi sur les réseaux. Il semblerait qu'il y ait un événement prévu le 30 octobre. Nous dirait justement, parce que tu disais que ce serait peut-être annoncé pendant qu'on enregistre. Et du coup, je suis allé un peu regarder. Et alors, Apple Track sur X dit que selon Gurman, il y aurait un événement sans détail de ce que c'est le 30 octobre. Donc la veille de l'annonce des résultats en plus. Ce qui me semblait très, très surprenant, mais ce serait peut-être ça. C'est possible. Donc oui, alors pour essayer de répondre à ta question, oui, c'est un peu surprenant. J'ai le sentiment que on est dans une période un peu bizarre, notamment autour de tout ce qui est Apple Intelligence. C'est-à-dire que Apple a beau dire que ses produits, notamment ces derniers iPhones, ont été conçus pour Apple Intelligence. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est, comment dirais-je, un petit peu exagéré et qu'il court contre la montre pour justement être présent, et on en parlera tout à l'heure dans notre débat sur l'intelligence artificielle, et que justement, c'est très difficile pour eux d'avoir des événements organisés autour de produits qui sont plus ou moins prêts, autour aussi donc de versions de systèmes qui sont plus ou moins prêts, parce que on a bien vu, enfin, si on remonte à cet été avec les versions bêta d'iOS et iPadOS 18, il y a eu 2 versions en parallèle, 18.0, 18.1. Seule la 18.1 contenait quelques éléments d'Apple Intelligence. Je crois que c'est la première fois qu'on a vu ça. C'est-à-dire qu'ils fassent avancer des sous-versions, donc des points 1 ou 2 ou 3 en parallèle. Ça, c'est évident qu'ils le font, mais que ce soit fait de manière publique comme ça, comme si ils avaient vraiment besoin de retour, donc ça semblait un peu précipité. On n'a pas un sentiment d'assurance, ce qui est assez nouveau chez Apple, sur leur capacité à bien prévoir et à maîtriser leur calendrier. En tout cas, donc la semaine prochaine, probablement, on aura droit à l'annonce de ces nouveaux Mac M4. À sans doute aussi une version 2 des prolongements naturels des Mac, c'est-à-dire le clavier, la souris et le trackpad. A priori, il n'y aurait aucun autre changement que la transformation de l'USB-A en USB-C. En tout cas, on en trouve des références dans la version release candidate d'iOS 18.1 qui est disponible depuis ce lundi pour les développeurs. Voilà, c'est comme les AirPods Pro Max, les AirPods Max. Je vais toujours mettre Pro à la fin d'AirPods, moi. Qu'est-ce qui m'arrive ? Donc les AirPods Max qui sont arrivés. Ça va s'arranger, Fabrice, t'inquiète pas. Merci beaucoup. La grande nouveauté du port USB-C, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Ça simplifie la vie au moins quand on est passé au nouveau Mac. Ça évite de mettre des adaptateurs. C'est quand même. Ouais. C'est quand même assez étrange que ça ne soit pas produit avant, mais bon. Mieux vaut tard que jamais. Je pense qu'ils avaient un petit peu de stock à écouler, peut-être. Ça a peut-être permis de finir d'écouler les stocks. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ils médisant. Sans doute, François, sans doute. Bon, dans un instant, on va profiter de ton test de l'Apple Watch Cherry 10, Fabrice. Je vous rappelle que rejoindre la communauté iWeek sur Patreon, c'est le moyen pour vous de nous soutenir très concrètement, de nous remercier pour le boulot qu'on fait toutes les semaines si vous l'appréciez et pour le temps qu'on donne à iWeek. Il faut donc aller sur l'adresse unique que vous connaissez, patreon.com/iWeek. Vous entrerez dans le cercle qui vous donnera accès aux bonus hebdo exclusifs et aussi à cet iWeek interactif qu'on vous propose désormais chaque mois, le premier mardi du mois, grâce à un lien qui est réservé à nos soutiens sur Patreon, que vous recevrez donc avant l'enregistrement
Et on vous donne déjà rendez-vous donc ce 5 novembre pour un iWeek dans lequel vous pourrez être les invités. Ça se passe sur patreon.com/iWeek. Et merci infiniment à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà. C'est hyper important pour nous. Le test de la semaine est donc consacré cette semaine à l'Apple Watch série 10. Une montre que tu as testée, Fabrice. Alors certains voient en elle une sorte de saut relativement important et pas simplement une évolution incrémentale. Alors est-ce qu'elle mérite la présentation qu'Apple en a faite le mois dernier, cette Apple Watch série 10 ? Alors c'est intéressant. Alors je vais vous montrer deux montres une à côté de l'autre pour ceux qui ont la chance d'avoir la couleur. Je ne sais pas si d'un coup d'œil vous pouvez déterminer de laquelle il s'agit. Bonne question. Alors, fais voir, montre la tranche. On peut en déduire par rapport à la couleur, en fait, parce que le bleu, il n'existe plus sur la série 10. Voilà. Pardon, je dirais celle de gauche, celle à ta droite. C'est la 10. Celle à ma droite, c'est effectivement la série 10. Mais je la trouve plus fine, légèrement. Et François a raison, effectivement, le bleu n'existe plus. Et donc, la bleue, c'est la série 7 que j'ai utilisée jusque-là. Et donc, on voit qu'elle est un peu plus fine. Alors, j'ai fait un test à l'aveugle que j'ai trouvé très intéressant. J'ai demandé à quelqu'un de porter ces deux, sans lui dire à cette personne de quelle montre il s'agissait, à quelqu'un qui n'avait aucune idée que le bleu avait disparu de la gamme, donc c'était plus facile, et qui a fait la réflexion suivante, après avoir porté les deux, en ayant donc la série 10 au poignet, sans savoir laquelle c'était, a dit « Oh, mais c'est plus confortable. Je sais pas pourquoi, mais c'est plus confortable. » Ah ouais. Avec le même bracelet caoutchouc habituel qu'on connaît depuis longtemps. Et puis, on dirait que l'écran est plus grand. Voilà. Alors, comparé Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est donc assez vrai. C'est un bon point, en tout cas, pour ce qu'a fait Apple sur le sujet. C'est que, donc, rappelons que l'Apple Watch Série 10 est effectivement un tout petit peu moins de 10% plus fine. Ça se sent, c'est-à-dire que on est passé de 10,7 mm d'épaisseur à 9,7 ça joue sur le fait que c'est un petit peu plus à plat sur le poignet, ça passe plus facilement sous une manche de chemise. J'étais pas sûr, moi, du coup, je me disais que j'étais peut-être parasité par justement le marketing d'Apple, etc. Et le fait d'avoir cette réflexion de quelqu'un qui n'avait pas suivi du tout les annonces, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis elle est aussi un petit peu plus légère, malgré donc l'écran un peu plus grand. La série 10 maintenant a un boîtier, on peut choisir entre 46 mm de hauteur ou 42. La série 9 et toutes les versions d'avant jusqu'à la série 5, je crois que c'était 45 mm, je me trompe un peu, mais enfin en tout cas, comparant avec la série 9, c'était 45 et 41, et là c'est 46 et 42. Pour l'anecdote, rappelons que 42 c'était la taille de la grande Apple Watch au début, qui est considérée maintenant comme la petite montre. Voilà. L'écran a gagné un tout petit peu en définition en point par pouce. Voilà. Mais malgré le grand écran, le plus grand écran, c'est un petit peu plus léger, donc on a presque perdu 10% aussi, c'est-à-dire que le modèle en aluminium fait 36,4 grammes contre 38,7 pour la série 9. Entre 46 mm et 45, le grand modèle, ça fait 30 grammes pour le petit modèle de la série 10 et 31,9 pour la série 9. Et alors il y a aussi un truc qui m'a frappé, et je m'en suis rendu compte juste il y a 2 heures avant d'enregistrer, c'est que pour la première fois, en fait, la version cellulaire de l'Apple Watch est plus légère que la version Wi-Fi uniquement. Et alors, j'ai été regarder, j'étais sur le site français, je me suis dit, c'est pas possible, ils se sont trompés. Et je suis allé regarder, du coup, vérifier sur le site américain, et non, c'est bien les mêmes poids, etc. Donc, c'est-à-dire que le 36 grammes, je répète ça, 36 grammes, dans l'ordre de l'Apple Watch série 10 46 mm, ça tombe à 35,3 en mode cellulaire. Alors, je me l'explique pas, j'ai pas eu le temps de poser la question à qui que ce soit. Je me demandais si c'était pas un des résultats
des travaux sur les modems suite au rachat de la partie modem d'Intel dont on a parlé il n'y a pas si longtemps dans iWeek, racheté il y a 5 ans par Apple. Peut-être que voilà, ils ont trouvé un moyen de créer quelque chose. En tout cas, voilà, c'est plus léger. Toujours pour parler de la légèreté, le modèle haut de gamme qui était jusque-là en acier est maintenant passé en titane. Et ça joue aussi beaucoup sur le poids. Alors, le titane, comme nous le montre à l'écran François, c'est le matériau utilisé pour l'Apple Watch Ultra. Le titane a plein d'avantages sur l'acier, notamment d'être plus léger. Et alors, on voit bien, justement, c'est pareil pour la série 10 haut de gamme, qui, dans son grand modèle 46 mm, fait 41,7 g contre 51,5 pour le grand modèle série 9 en acier. Voilà. Donc ça, voilà. Tout ça pour donner quelques exemples. Rien que ça, en fait, c'est vrai que ça en fait une évolution majeure, peut-être pas, mais en tout cas plus grande que l'évolution qu'on avait vue entre la série 8 et la série 9 l'année dernière, où c'était quand même un peu pareil, même s'il y avait quelques fonctions logicielles qui avaient été ajoutées. Donc voilà, c'est plus confortable, ça se sent et c'est vraiment agréable. Il y a aussi un autre matériau qui a changé, c'est que le dos est passé en métal plutôt qu'en céramique, avec toujours la partie en verre saphir pour protéger les capteurs, naturellement. Je ne sais pas si le métal est plus léger que la céramique. En tout cas, peut-être que ça joue aussi. Voilà. Il y a, en termes matériels, d'autres choses qui ont évolué et qui rapprochent la série 10 de l'Ultra, c'est-à-dire que maintenant, il y a un profondimètre qui affiche automatiquement la profondeur à laquelle on se trouve quand on est dans l'eau. Voilà. Mais ça va jusqu'à 6 mètres, ce qui est donc un peu moins que l'Apple Watch Ultra. Donc c'est pas véritablement une montre de plongée, c'est peut-être plutôt une montre pour justement ceux qui font peut-être un peu de tuba et qui plongent de temps en temps pour aller voir un poisson de plus près, et puis qui remontent ensuite. Mais ça en fait... ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que certains qui étaient intéressés par ce genre de fonction, du coup, étaient attirés par l'Ultra, qui est plus grosse, qui est plus chère, qui a aussi une meilleure autonomie, on va en parler. Mais voilà, ça rapproche l'Apple Watch série 10 de l'Ultra dans un packaging, un design un peu plus facile à porter pour la majorité. Urbain que sport, quoi. Voilà. Plus urbain que sport, exactement. Et en plus du profondimètre, il y a aussi un capteur de température d'eau. Voilà. Donc là, c'est peut-être plutôt, je sais pas, pour quand on prend son bain, j'en sais rien, pour être sûr que... si vous pensez que vous avez un peu froid, vous pouvez vérifier avant de remettre de l'eau chaude. Donc voilà. Alors après, à l'usage, pour pas passer des heures non plus, à l'usage au quotidien, donc c'est agréable à porter. L'autonomie change pas vraiment par rapport aux versions précédentes. C'est toujours annoncé officiellement pour 18 heures d'autonomie. Ça change pas. C'est un regret qu'on peut avoir parce qu'en plus, Apple pousse de plus en plus à utiliser sa montre pour faire un suivi du sommeil qui est vraiment intéressant. Avec en plus la compatibilité avec cette fonction de détection potentielle de l'apnée du sommeil qui vient avec WatchOS 11, qui est compatible avec l'Apple Watch série 10 et série 9, mais qui, du coup, si on porte la montre la nuit, moi quand je la porte la nuit, je perds entre 10 et 15% de batterie, ça dépend, c'est pas forcément négligeable, et donc ça mange quand même pas mal l'autonomie globale. Alors, pour contrecarrer ça, il y a une charge encore un peu plus rapide que la série 9, c'est-à-dire que Apple annonce pouvoir faire un chargement de 0 à 80% en 30 minutes plutôt qu'en 45 minutes. Voilà, donc on est toujours... c'est mieux, c'est-à-dire que c'est toujours ce qu'on dit, quand on se lève le matin et on va prendre sa douche, on la met sur le chargeur et on peut à peu près repartir pour la journée. Voilà.
c'est bien, c'est mieux, mais c'est pas. On espère en fait que le vrai redesign de l'Apple Watch qui arrivera peut-être l'année prochaine, c'est-à-dire, rappelons, hein, ça fait 10 ans que l'Apple Watch a été annoncée, mais ça fait pas 10 ans qu'elle est commercialisée. Ça fera 10 ans en 2025. Alors maintenant, on va reporter nos espoirs d'un nouveau design pour 2025. Ouais. Y a un truc, sinon. Toi, tu venais de quelle version de l'Apple Watch avant de la série 7. Donc, tu es passé de 7 à 10. Ouais. Est-ce que tu la gardes La série 7, pour l'instant, oui. J'ai essayé de regarder ce que je pouvais faire. Alors, quand on a deux montres, on peut avoir les deux montres synchronisées avec le même iPhone. Donc, on peut aussi se dire, par exemple, que quand une est en charge, on porte l'autre, et inversement, éventuellement pour faire justement le suivi de sommeil, des choses comme ça. Au final, je trouve pas ça super pratique quand même si l'iPhone est capable de détecter automatiquement la montre qu'on est en train de porter. Et notamment, je vais en parler juste après pour les podcasts. Tu avais une question, Benjamin ? Non, je voulais juste savoir ce que tu avais noté comme évolution flagrante en passant de la 7 à la 10. Alors, très clairement, le confort au poignet. En termes de rapidité, je vois pas. Ça fait longtemps que le processeur à l'intérieur n'est pas forcément, a pas beaucoup évolué. A priori, il y a depuis la série 9 ou 8, je ne sais plus, Siri est capable d'être traité en local pour certaines commandes. Mais je serais incapable de vous dire lesquelles, donc du coup, je suis pas sûr que ça joue tellement. Donc j'ai pas, en termes de confort d'usage, voilà, c'est plus confortable au poignet, l'écran est plus grand, bon, bah c'est bien, c'est sûrement bien aussi pour quand on a plus de 50 ans, ce qui est mon cas, donc voilà, ça aide, je pense que c'est ça aussi, mais c'est pas, voilà. En revanche, si, il y a un truc, c'est que maintenant, ça c'est la série 10 par rapport à toutes les autres, c'est que le haut-parleur qui permettait déjà donc de passer des appels depuis sa montre, alors soit comment dirais-je, en accessoire Bluetooth, si on a une montre Wi-Fi Bluetooth, il faut que le téléphone soit à côté, soit si on a une montre cellulaire, ce qui était mon cas aussi déjà avec la série 7, on peut passer des appels alors que son téléphone, donc on est dehors, son téléphone reste à la maison et on peut passer des appels et on entend plutôt bien. Mais là, le haut-parleur peut aussi, et c'est là où je voulais en venir, diffuser des médias. Donc on peut écouter de la musique ou des podcasts directement depuis le haut-parleur de la montre. Ça peut paraître bizarre. Moi, je trouve ça hyper pratique, notamment parce que une majorité de mon écoute de podcast passe par la montre. C'est-à-dire que j'ai mes AirPods et ma liste de podcasts sur la montre. Et je me balade comme ça, donc c'est mon iPod, c'est mon Apple Watch, ça fait des années que je fais ça. Et de temps en temps, ça peut être pratique, les AirPods sont pas là, pour continuer à écouter, ça m'est arrivé plusieurs fois, peut-être que quelques minutes, et puis si en plus il y a d'autres gens dans la pièce, je vais pas le faire évidemment, mais j'ai été surpris par la bonne qualité du haut-parleur. Tout est relatif, hein, on est bien d'accord, c'est pas hi-fi stéréophonique spatial, mais vu la petite taille du haut-parleur, c'est surprenant de qualité et de volume. Ouais, voilà. Mais donc il faut des podcasts de bonne qualité audio aussi. Exactement. Voilà, donc c'est voilà, je trouve ça pratique, c'est un petit truc en plus et que ça j'ai adopté moi tout de suite. J'en profite pour faire mon petit couplet sur les applications de podcast. J'ai réessayé Apple Podcast, je n'y arrive pas, c'est pas possible. Et en plus, on peut parfaitement synchroniser ces podcasts. En tout cas une partie via Apple Podcast, et donc il y a l'application Apple Podcast sur la montre, mais la synchronisation ne peut se faire que lorsque la montre est en charge, et donc des podcasts, il y en a qui arrivent tout au long de la journée, et donc s'il faut remettre justement sa montre sur son chargeur, c'est un peu dommage. Alors donc arrive, vous m'avez vu venir, Overcast, qui fait ça très bien. J'ai eu de temps en temps des petits problèmes de synchro, mais en fait ils sont réglés. On peut faire la mise à jour de la liste des podcasts sur la montre, et les nouveaux podcasts arrivent, et tout va bien.
Je vais pas en faire trop long, il y a des petites choses à savoir, mais ça marche bien. Voilà, donc pour il y a ça, c'est vraiment très bien. Il y a d'autres plateformes de podcast qui sont dispo sur l'Apple Watch que tu as essayé? Je ne sais pas en fait. Alors, il y a d'autres applications de podcast qui sont connues. Alors, est-ce que Spotify le fait? Je n'en ai aucune idée. Peut-être que les gens qui nous écoutent ont une idée sur le sujet. J'ai pas l'impression de faire partie d'un club très fourni de gens qui écoutent leur podcast via l'Apple Watch. Peut-être que ceux qui sont dans la salle vont me dire que voilà. J'ai jamais eu cette idée-là en fait. Voilà. Moi, je trouve ça hyper pratique parce que et ça, c'est vraiment depuis que j'ai une Apple Watch cellulaire. C'est-à-dire que j'ai pris l'habitude, quand je vais faire une course, je prends pas mon téléphone avec moi. Ça me permet de réduire mon usage de téléphone, d'être très mobile avec ça et de continuer. Je vais faire une balade, et ben j'ai mes podcasts et j'ai pas besoin. Ou pour ceux qui font du jogging, c'est quand même génial. Il n'y a pas besoin de son iPhone. Voilà. Donc moi ça, je trouve ça vraiment vraiment pratique. Alors, est-ce que Spotify le fait? Il y a aussi qu'est-ce qu'il y a comme autre application de podcast qui m'échappe là maintenant? Il y a Pocket Cast par exemple. Ouais. J'ai essayé Pocket Cast, je trouve ça trop complexe, j'ai pas aimé non plus. Ça, on peut utiliser l'Apple Watch, me semble-t-il. Mais voilà, je vais arrêter mon comment dirais-je, mon panégyrique sur Overcast. Tout le monde sait que c'est ce que je préfère. Voilà. Donc c'est pour en finir sur l'Apple Watch série 10, tout ça mis bout à bout, ça en fait un vrai bon modèle. Je trouve qu'il y a plus d'intérêt que la série 9 de l'année dernière. Dernière petite chose au niveau de l'écran, ils sont aussi passés à, donc c'est la technologie LTPO qui permet d'avoir, quand on utilise le mode Always On, donc on a toujours l'heure affichée avec et d'autres éléments si on les choisit sur un écran qui est légèrement à la luminosité légèrement abaissée mais qu'on peut quand même lire, comme ça permet de lire l'heure sans avoir à remonter son poignet pour jeter un œil rapide. Maintenant, l'écran est capable de se rafraîchir dans ce mode-là une fois par seconde, ce qui fait que sur certains cadrans, alors pas tous, ça c'est un petit regret que je vais avoir, on peut continuer à avoir la trotteuse, si on en a une, qui s'affiche toutes les secondes, alors que la version précédente ne pouvait se rafraîchir qu'une fois toutes les 10 secondes. Voilà. A priori, ça n'a pas l'air de jouer tellement sur l'autonomie, c'est plutôt efficace. Mais mon petit regret, c'est que ça ne fonctionne qu'avec les tout nouveaux cadrans qui sont arrivés avec WatchOS 11. Et ça, c'est un truc que Apple ne fait pas bien, c'est que on a maintenant un beau catalogue de cadrans à choisir dans l'application Watch qu'il y a sur le téléphone pour faire ses réglages, mais on voit bien que chaque sous-ensemble de cadrans suit des générations qui se succèdent. Et à chaque nouvelle génération, en fait, les nouvelles fonctionnalités ne sont pas adoptées. Donc le cadran California que je préfère, par exemple, il a une trotteuse. La trotteuse ne s'affiche pas dans le mode Always On de la série 10, parce qu'il n'a pas été remis à jour. Voilà. Je trouve ça un peu dommage. Ah oui, c'est dommage ça. Voilà. Donc ça, c'est... voilà. Donc tout ça pour dire que, alors si on a déjà une série 9, ça vaut pas le coup de changer, voilà, c'est toujours pareil. Si on a une série 8, à mon avis, non plus. Si on a une série 7, je pense que la batterie, par exemple, la batterie de ma série 7 est à 80% de capacité. J'ai envie de faire une petite théorie du complot. On sait qu'on a, pour les téléphones aussi, on conseille de changer les batteries quand on passe en dessous de 80. D'accord ? Et je trouve que mon Apple Watch série 7, sa batterie est au niveau de 80% depuis très longtemps. Donc ça a baissé vite, 95, machin, et puis ça fait 6-8 mois que c'est à 80%, comme si le compteur s'était arrêté. Voilà, je trouve ça un peu bizarre. Cela dit, rappelons qu'une batterie justement d'Apple Watch, ça ne se change pas, en tout cas vraiment pas facilement. J'aurais bien voulu reposer la question à Alice, s'il avait été là, j'essaierai de lui reposer la question, mais je ne pense pas que les Apple Premium Resellers ou même l'Apple Store le fassent. Et en fait, j'avais été chez mon APR ici à Toulouse,
Il m'avait dit non, on ne fait pas de changement. En revanche, pour un forfait de 125 ou 150 €, on vous change la montre pour un modèle équivalent. Voilà. Alors, équivalent, est-ce que donc ils ont encore des Apple Watch Série 7 en stock ? Le problème, c'est que je ne pense pas que ce soit une bonne solution non plus, parce que si c'est une Apple Watch Série 7 qui est en stock et qui est sur une étagère depuis 2 ans, la batterie se dégrade même si on ne l'utilise pas. Donc voilà, donc malheureusement, l'Apple Watch n'est pas très bonne à ce sujet pour la garder plus longtemps et faire un changement de batterie. Tout ça pour dire que si vous avez une série 7, la batterie doit commencer à vieillir un peu, et à ce moment-là, vous serez vraiment... Il y a un vrai gain en confort au poignet en passant à la série 10. Voilà. François, tu as quel modèle toi d'Apple Watch ? L'Ultra, hein ? Ouais, j'ai eu la Ultra Génération 1, et honnêtement, c'est ce que j'avais expliqué, hein, j'ai pas fait le gap. De toute façon, la Ultra 2, honnêtement, il y avait pas d'énormes différences. Là, cette année, de toute façon, il n'y a pas eu de nouveauté, donc j'ai juste commandé un bracelet pour avoir le sentiment d'avoir une nouvelle Apple Watch. C'est totalement psychologique. Mais après, je trouve qu'au niveau de la batterie, ça dure assez longtemps. Et puis, j'avais mis en place, comme sur l'iPhone, la limite à 80% qui est conseillée par Apple. Et c'est vrai que je trouve que ça tient plutôt bien, malgré le fait que je m'en sers beaucoup. Et puis, pas mal d'activités aussi en activité physique. Enfin, ça tourne bien. Mais voilà, souvent, je me dis, l'Apple Watch, c'est vraiment c'est la première chose que je fais le matin en me levant, c'est mettre l'Apple Watch, et c'est la dernière chose que je fais avant de dormir, c'est de poser l'Apple Watch sur le support de charge. Je dors pas avec. Je pense qu'il y a un moment où je retenterai peut-être, juste pour voir par rapport à tous les statistiques, mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai pas l'apnée du sommeil parce que c'est réservé à la Ultra Génération 2, mais je ne regrette pas mon achat, et à un moment, je m'étais dit, finalement, repasser à un style plus urbain avec la série 10. Au final, je garde ma Ultra, elle est très bien, et puis je pense que on verra ce qui sortira l'année prochaine. Bon Fabrice, l'heure du verdict pour cette Apple Watch série 10. Si tu devais mettre dans une case les plus, les moins, et puis nous donner une note sur 5. Donc les plus, le confort, j'en ai déjà beaucoup parlé, l'écran un peu plus grand, le haut-parleur qui permet d'écouter les médias, j'ai pas parlé de ça, c'est disponible aussi sur la série 9. On peut utiliser la double tape, ça vient aussi de WatchOS 10, pardon. Mais j'utilise jamais parce qu'en fait, donc la double tape, c'est on peut taper 2 fois sur ses doigts du côté dont on porte la montre pour faire quelques commandes, par exemple répondre au téléphone ou faire défiler dans une liste. Mais finalement, les fonctions que ça propose sont tellement réduites que je m'en sers jamais. Je n'y pense pas, du coup, ça n'a pas d'intérêt. Donc ça, voilà. Sur les moins, on aurait espéré un redesign peut-être un peu plus profond, mais en même temps, je vais remettre dans les plus le fait que ça fait 1 année de plus avec la compatibilité des bracelets. Ce qui nous pend au nez potentiellement, c'est qu'un vrai redesign pourrait, au bout de 10 ans, rendre obsolètes, ou en tout cas plus utilisables, les bracelets qu'on aurait achetés pour les versions précédentes. On avait été tous, je crois, surpris et contents en même temps de voir que l'Ultra avait gardé la compatibilité avec les bracelets. On n'était pas sûr. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire sur un redesign de la montre plus urbaine, comme tu dis, Benjamin, et toi aussi, François? Voilà. Peut-être aussi, du coup, pas forcément dans les moins, pas forcément de gain en termes de rapidité d'exécution, et puis du coup, pas de gain en termes d'autonomie. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vrai que c'est un vrai point faible. Depuis que l'Apple Watch est sorti, il y a des smartwatches qui sont sortis qui permettent d'être utilisés 3, 4, 5 jours. Ce que disait François sur la limitation à 80% de la recharge, je pense que c'est très utile sur l'Apple Watch Ultra, qui a une plus grosse batterie et qui du coup peut durer 2 ou 3 jours facilement. Limiter à 80% une Apple Watch, pas tout à fait facilement, je vois François qui fait la moue, mais en tout cas, on peut l'utiliser beaucoup et ne pas avoir de problème de batterie. Avec une Apple Watch classique,
Si on part à 80%, on part un peu perdant quand même. Donc je pense pas que ce soit quelque chose à faire, et donc on va user sa batterie un peu plus vite. Voilà pour les plus et les moins. Malgré tout, moi je mets 5 sur 5. C'est un outil que j'utilise beaucoup parce que voilà, je suis un grand utilisateur d'Apple Watch. C'est vraiment un truc, quand mon Apple Watch série 3 était tombée en panne, elle m'a manqué absolument immédiatement. C'est-à-dire que ce que j'ai tout de suite adopté avec l'Apple Watch, c'est de ne plus jamais avoir mon téléphone ni en mode audio, ni en mode vibreur. Je n'ai que l'Apple Watch qui vibre à mon poignet. Je ne dérange jamais personne. Je n'ai pas besoin d'être... si je suis dérangé, ça ne dérange que moi si je reçois une notification. Pour moi, ça, c'est absolument essentiel. Et dès que je ne l'ai plus au bras, du coup, je n'ai plus ça. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment un objet que j'utilise tout le temps. Et les quelques améliorations que je vois sur cette montre sont quand même malgré tout enthousiasmantes. Voilà, c'est encore un peu épais, on aimerait tous un truc ultra plat, mais c'est mieux, voilà. 10% quand même de finesse supplémentaire, c'est quand même pas rien pour des caractéristiques qui sont plutôt bonnes. Donc voilà pour mon comment tu as dit, mon verdict, voilà. Et ton verdict est absolument comme en cours d'assises. Ton verdict pour l'Apple Watch Série 10, ouais, Gilles. Oui, si l'année prochaine, pour le 10e anniversaire, on a des fonctions supplémentaires, des capteurs supplémentaires sur le bracelet, est-ce que tu vas râler ? C'est une bonne question. C'est ce qu'on espère en fait. C'est-à-dire que si la compatibilité des bracelets n'est pas conservée parce que du coup il y a des fonctions sur le bracelet, ce qui implique donc un connecteur avec échange de données entre le bracelet et la montre. Ce sera intéressant à tester, à voir à quoi ça peut servir, notamment avec cette arlésienne du test du taux de glucose dans le sang, pour tous les qui intéressent les millions de diabétiques dans le monde. Non, je vais pas râler. D'autant plus que comme je le dis souvent, donc, et que ce soit pour les montres ou les iPhones ou le reste, on n'est pas obligé de changer tous les ans. Hein, donc une Apple Watch série 10 qu'on achète aujourd'hui, on l'aura encore en 2027 ou en 2028, ce sera très bien, et ensuite on verra ce que ça donne. Je souhaite qu'il y ait de nouveaux capteurs, on n'en a pas eu depuis quelques temps finalement. Merci Fabrice pour ce test très complet et enthousiaste de cette nouvelle Apple Watch qui est donc disponible depuis le mois dernier. Excuse-moi, il y a un breaking news déniché par François. On peut peut-être lui laisser ? Eh ben oui François, le breaking news, dis-nous tout. Je disais que Mark Gurman avait posté un tweet à 18h34, donc il y a un peu moins de 20 minutes, annonçant que Apple avait invité les médias et les créateurs à des événements, des rendez-vous tout au long de la journée du 30 octobre à Los Angeles chez lui, et qu'apparemment, du coup, ils ne réunissent pas les gens pour regarder une vidéo de présentation, mais pour présenter le matériel. Donc ça sent quand même grandement le communiqué de presse et une petite vidéo en ligne, quoi, pour le 30 octobre. 30 octobre, donc, probablement la date de l'annonce officielle des nouveaux Mac M4, peut-être d'autres produits, les accessoires dont on parlait tout à l'heure, un nouveau clavier, en tout cas en USB-C, souris et trackpad, et puis peut-être, pourquoi pas, on en a parlé ces dernières semaines, Apple TV, pourquoi pas, AirTag, pourquoi pas. Fabrice, quelle probabilité tu mettrais sur ces deux dernières hypothèses ? Apple TV et AirTag, allez, 1% pour pas dire 0. D'accord. Ouais, parce que si on a des annonces de M4, on peut pas mélanger, quoi. Okay. C'est la même chose que pour l'iPad qu'ils ont sorti un peu avant pour qu'on n'en parle pas. Les AirTags, c'est rigolo, mais enfin, ça fait peur. On peut pas noyer des annonces comme ça, je pense pas. Mais François, tu mettrais pas une pièce non plus sur des nouveaux AirTags ou l'Apple TV ? Non, je pense que clairement, il n'y a pas de raison. À mon avis, Apple TV, on y aura peut-être droit avec un iPhone SE, nouvel iPhone SE en début d'année prochaine, mais ouais, je pense que là, clairement, ce sera que du Mac et que du M4. Ils ont tellement, comme dit Fabrice, liquidé l'iPad mini, qu'à mon avis, ouais, ce sera que du Mac.
Gilles? Un petit bémol peut-être de l'Apple TV, qui va comme compagnon pour un certain nombre de marchés, pour les tableaux, les tableaux tactiles, interactifs et les projecteurs. Donc on n'est pas à l'abri d'un communiqué de presse selon l'expression de François. Mais sinon les AirTags, pareil quoi, un communiqué de presse, mais j'y crois pas une seconde. Alors juste parce que je suis un mauvais garçon, je vais reprendre derrière Gilles pour dire que j'y crois pas à l'Apple TV non plus. Parce que, notamment parce que Apple vient annoncer, et Thibaut nous en a parlé la semaine dernière, un accord avec Amazon Prime pour faire apparaître la chaîne Apple TV+ dans Amazon Prime aux États-Unis, et que du coup l'actualité d'Apple TV, du service Apple TV+, c'est ça. Et donc, je me dis qu'ils vont attendre un petit peu avant de refaire un petit coup d'Apple TV et de choisir que... Puisqu'on a bien vu que le boîtier Apple TV n'était pas franchement doué pour faire autre chose, pour des jeux, par exemple. Bon, moi, je défends Bon, c'était à la juste fois... pour être désagréable. Pardon. Voilà, moi, je défends à la fois l'Apple TV et les AirTags. Donc, le 30 octobre, puisque on se dirige vers des annonces ce 30 octobre. Ça veut dire dans 8 jours. Et donc, ce serait mercredi de la semaine prochaine. Donc ça ne nous arrange pas puisque normalement nous sommes ensemble le mardi, mais on en reparlera d'ici là quand tout ça sera officiel. Le débat de la semaine, alors ce débat il porte sur l'année prochaine puisque il se pourrait bien que 2025 soit pour Apple l'année de la tentative de rattrapage de son retard sur d'autres géants de la tech qui, selon certains employés cités, en tout cas auxquels Mark Gurman a fait référence, considèrent que Apple a 2 ans de retard sur ses concurrents. Quel est votre sentiment sur ce constat assez dur et sans concession d'employés d'Apple, selon qui l'entreprise a pris 2 ans de retard sur l'intelligence artificielle par rapport à ses principaux concurrents? Alors on pense à OpenAI, à Meta, à Microsoft, à Adobe peut-être aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce regard interne chez Apple? François? Si même à l'intérieur d'Apple ils annoncent ça, c'est qu'ils doivent vraiment être méga à la bourre quand même. Parce que c'est quand même assez cocasse que, tu t'imagines, ça veut dire qu'en gros, d'une certaine manière, on peut se dire qu'ils se tirent une balle dans le pied, mais c'est peut-être aussi un moyen de faire pression, justement. Il y a peut-être eu un ratage pas que Tim Cook, quoi. Mais peut-être qu'ils n'ont pas vu le vent venir et que du coup, ils sont pris clairement à l'arrache, quoi. Après, il y a un autre paramètre qu'il ne faut pas oublier. Apple était sur un autre chantier aussi pendant un petit paquet d'années avec les nouveaux Mac, le processeur Apple Silicon. Il y a eu le fameux 3 nanomètres, ils ont énormément, je pense, bossé de ce côté-là. Il y a l'histoire du modem en interne aussi. Enfin, il y a pas mal de trucs et finalement, on peut se poser la question, est-ce que ils ont pas anticipé l'importance que ça allait prendre? Je vais être médisant parce que moi je trouve que l'IA, on le colle un peu à toutes les sauces aujourd'hui. Mais le fait que ce soit quand même pas mal de gens ont un coup de com aussi. Et je pense que c'est peut-être cet exercice-là aussi de communication qui a été raté par Apple. Et la keynote de la WWDC était pour moi assez représentative, parce qu'au final, ils se sont concentrés énormément là-dessus, donc ça voulait bien dire qu'ils voulaient occuper le terrain, quoi. Mais est-ce que ça valait le coup d'occuper le terrain autant, si ce n'est juste pour dire, regardez, on est dedans en fait, hein, on a plein de trucs sur le coude, ne vous inquiétez pas, on n'est pas à l'arrache. Et voilà, ça me laisse quoi. Alors, des tests internes chez Apple comparent Siri à ChatGPT. Alors, honnêtement, je pensais que la claque serait monumentale. L'écart, en tout cas, n'est pas si énorme dans les chiffres qui sont rapportés. Ils sont même presque étonnants parce que les réponses de ChatGPT aux questions posées ne seraient que 25% plus précises que celles de Siri. Ça ne me semble pas énorme. Et en termes de
connaissances et de volume de données, ChatGPT ne répondrait qu'à 30% de questions en plus par rapport à Siri. Vous trouvez que le Siri d'aujourd'hui est entre guillemets aussi proche de ChatGPT? Ça dépend des langues, je pense. Les tests ont dû être faits en anglais et ça doit être plus efficace à ce niveau-là parce que en français, c'est juste pas possible. Ça dépend des moments en plus. Il y a des fois où il n'y a rien à dire et d'autres fois, c'est à pleurer quand on demande un morceau particulier à Apple Music par le biais de Siri sur les HomePod mini. C'est une catastrophe. Et puis, il n'y a pas de... Pour tout ce qui est commande avec le Mac ou avec l'iPhone, c'est pareil. Donc, il y a clairement quelque chose soit de saturation des serveurs chez eux, soit je sais pas. Mais je suis comme toi, Benjamin, je trouve ça extrêmement surprenant. Alors, Tim Cook a accordé une interview au Wall Street Journal cet été, et alors, à ma grande surprise, elle n'est sortie que cette semaine, si j'ai bien compris. Dans cette interview, il reconnaît, d'une certaine manière, qu'Apple n'est pas en avance, et il utilise 4 mots qui résument son point de vue. Il dit à propos d'Apple, sur l'intelligence artificielle, « Not first, but best ». Et il explique que s'ils ne peuvent, s'ils doivent choisir entre être les premiers ou les meilleurs, il n'y a aucun doute à avoir. Si vous demandez à 100 personnes, les 100 personnes vous diront la seule chose qui compte, c'est d'être le meilleur. Est-ce que ça veut dire pour vous finalement que le retard d'Apple, qui est donc reconnu, y compris par certains en interne, est-ce que finalement ce ne sera plus très grave dans le courant de l'année 2025 parce que le retard va être rattrapé et dans un an, plus personne n'y pensera? Fabrice? Alors, par où commencer? Les deux en général, parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? Puisque de toute façon, il n'est pas premier, donc il va pas dire je vais être dernier et en plus je vais être mauvais. Donc il peut pas dire ça. Alors après, au-delà de la blague, on sait bien que sur beaucoup de produits, Apple a décidé de ne pas être le premier et d'arriver ensuite sur un marché en disant nous, on va faire mieux. iPod pour les lecteurs MP3. On pourra peut-être même parler, je fais plein de choses, l'iPhone évidemment sur les smartphones. La différence, je trouve, entre l'iPhone et l'Apple d'aujourd'hui, c'est que quand l'iPhone a été lancé, par la fameuse keynote dont on se rappelle tous, je pense, à l'époque, Jobs avait dit si on arrive à en vendre 10 millions ou à avoir 1% du marché, on sera content, et on va y aller petit. Voilà. Et puis ils ont tout cassé parce qu'ils faisaient quand même, malgré tous les problèmes du premier iPhone, etc., c'était quand même vachement mieux que le reste. Donc on ne peut pas nier qu'Apple a un certain historique dans le domaine. Donc pourquoi pas. En revanche, quand même, là, l'interview de Tim Cook ressemble beaucoup à un pompier qui essaye d'éteindre les feux qu'il y a partout, parce que tout le monde dit qu'ils sont en retard. Alors, je voudrais recentrer un petit truc, pour être bien sûr, c'est que il faut absolument qu'on parle d'intelligence artificielle générative. C'est vachement important. Les génératives, c'est son ChatGPT. C'est devenu trop, à mon sens, mais c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, un synonyme d'IA, et c'est pas ça l'IA. On parle d'IA générative pour générer du texte, pour générer des images. À partir de prompt, on écrit quelque chose et on obtient un résultat. Même quand on fait de la correction de texte, c'est de l'IA générative. Pour rappeler que même si Apple ne l'appelait pas comme ça jusque-là, ils ont essayé d'appeler ça apprentissage machine learning. Ils ont des cœurs, des neural engines qui sont spécialisés justement dans ce genre de tâches. Depuis des années, c'est quand même eux qui ont finalement quasiment commencé, et notamment dans les processeurs, et ça remonte encore à avant, mais les processeurs M des Mac,
ça fait 4 ans, qui sont issus des processeurs donc d'iPhone qui avaient déjà des Neural Engines dedans, pour faire des tâches, notamment en photo, de traitement d'image basées sur des techniques d'intelligence artificielle qu'on n'appelait pas comme ça avant. Donc Apple est aussi obligé de faire de pompier parce que tout le monde parle du fait qu'ils sont en retard en IA générative. Je pense que ça, c'est vrai, mais ils ont quand même des atouts dans leur manche, et il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Ils ont quand même lancé quelque chose. En grande partie, finalement, ils se sont trompés sur l'appellation. Ils ont toujours voulu dire machine learning pour pas dire intelligence artificielle, et ils n'ont pas réussi à imposer ça. Et maintenant, on considère qu'ils sont en retard. C'est peut-être pas tout à fait juste de ce point de vue-là. Gilles, est-ce que finalement tout commence dans quelques jours avec l'arrivée d'iOS 18.1, la remontada? Oui, et puis l'OS du Mac, qui n'est toujours pas sorti, si je dis pas de bêtises, la nouvelle version avec les fameux processeurs M4. Il y a cette histoire me fait penser à deux choses. Ce qu'évoquait Fabrice me fait penser à l'iPod, qui a la matrice sur laquelle fonctionne Apple depuis 20 ans, 25 ans, et peut-être que l'IA va casser le modèle, mais en tout cas, il continue à fonctionner comme ça depuis 20 ans, et ils avaient bâti le succès de l'iPod sur deux choses, sur le succès du FireWire, qui était extrêmement efficace, et l'échec de leur stratégie vidéo, qui est arrivée trop tôt. Et ils ont du coup loupé le virage de l'audio, qui était beaucoup plus facile. Ça me fait également penser à l'iPhone, qui n'était pas prêt. Il y avait une réunion des cadres chez Apple avec Steve, qui rien ne marchait 3 mois avant le lancement prévu pour le 9 janvier, et Steve J ne s'était même pas mis en colère. Il avait simplement dit que c'était pas possible, et tout le monde avait bossé d'arrache-pied pour que ça fonctionne, ou qu'au moins ils aient quelque chose à présenter, puisque moi j'étais derrière, je vous l'ai raconté à plusieurs reprises, mais il faut le matraquer. Il y avait 3 iPhones différents pour les 3 présentations différentes. Donc ils sont en retard, mais ils bossent derrière sur un modèle différent, en rupture avec ce que font les autres. Ils sont copiés par Samsung et par Google, dans la mesure où eux aussi ont bien compris que l'intérêt était de travailler sur le client et pas sur des serveurs qui consomment énormément d'énergie et qui posent des problèmes du point de vue du respect de la vie privée. Et donc, ils sont à ce niveau-là de la réécriture, si tu veux. C'est à ce niveau-là qu'on est dans le... Fabrice a raison quand il dit qu'on parle de 2 choses différentes. Bon, en tout cas, comme Mark Gurman le souligne sur X, Apple se dirige effectivement vers une semaine prochaine chargée. Ça va donc laisser le temps à Tim Cook, Greg Joswiak et Jeff Williams de rentrer de Chine et de Turquie, puisque si tout se passe comme c'est maintenant prévu, on aurait donc lundi le lancement de la version 18.1 d'iOS et des autres systèmes d'exploitation, avec donc les premières briques d'Apple Intelligence accessibles aux États-Unis. Alors, à une condition, on va y revenir dans un instant. Mardi, ce serait donc l'annonce des nouveaux Mac M4 et des accessoires USB-C, avec sans doute une vidéo, un streaming, c'est pas sûr, online, en tout cas pour les journalistes, un ou 2 endroits dans le monde sans doute où ils pourraient mettre la main sur les nouveaux produits. Le 31 octobre, l'annonce des résultats trimestriels, et le 1er novembre, la dispo des produits qui seraient annoncés donc
le 30. Donc le 30, c'est donc bien mercredi de la semaine prochaine. Donc on va reparler de notre calendrier, les amis. Juste un dernier petit mot sur Apple Intelligence, donc c'est 18.1. Alors, la France, l'Europe ne sont pas concernés, on l'a déjà dit plein de fois. Néanmoins, ceux qui sont aux États-Unis et qui ont la possibilité de l'installer, cette 18.1 à partir de la semaine prochaine, on sait qu'il va y avoir une liste d'attente à laquelle il va falloir s'inscrire. Et si vous attendez que la version finale soit disponible, vous risquez d'attendre un bon moment pour être accepté et avoir accès aux fonctions d'Apple Intelligence. Il y a peut-être un moyen de gratter des places en s'inscrivant sur la liste d'attente à partir de la version release candidate qui, elle, est déjà disponible. Fabrice. J'aime bien quand tu dis vous, tu t'adresses donc à tous nos auditeurs américains. Donc on va dire hi ou aux Français qui vivent aux États-Unis. Hein. Oui, c'est exact. Il y en a qui nous écoutent. Il y en a, j'en ai connu. Bien sûr. Alors oui, c'est vrai. Je me dis aussi que si on a vraiment envie d'essayer, ceux qui ont vraiment envie d'essayer ont déjà sûrement installé les versions bêta sur un appareil ou deux. Et puis je pense aussi qu'il ne faut pas s'attendre à un grand bouleversement, un grand renversement de tendance. C'est-à-dire qu'il y a des chances que la semaine prochaine, on ait un grand nombre d'articles qui vont être titrés comme quelque chose comme tout ça pour ça, parce que ça va commencer par des petits bouts. On aura surtout tout ce qui traite du texte pour avoir des résumés, des résumés de mails, le résumé des notifications. Ça va être pratique pour ceux qui donc auront accès, qui seront en anglais, etc., pour avoir des propositions, des suggestions de réponses automatiques dans l'application mail. On va voir ce que ça donne. Je pense que tout ça, il faut aussi être un petit peu patient. Alors, donc encore un peu plus en Europe. Je voudrais répondre rapidement à Arnaud dans le chat de YouTube qui dit, je voudrais lui répondre parce qu'il m'apostrophe gentiment en disant avec ton cher DMA, Fabrice, on n'est pas prêt d'avoir l'Apple Intelligence en France. Alors, est-ce que c'est lié au DMA ? Peut-être. Est-ce que c'est mon cher DMA ? Il y a débat en la matière. En tout cas, c'est vrai que je suis plutôt favorable à une certaine régulation parce que je ne pense pas, c'est mon avis, qu'il faille faire de l'innovation à tout crin sans protéger, par exemple, les données des utilisateurs qui sont aussi chers à Gilles, il me semble. Mais rappelons aussi que donc, de toute façon, c'est disponible. Ça n'est disponible qu'aux États-Unis parce que ça n'est disponible qu'en anglais. Et que là encore, alors là pour le coup, revenons un peu sur le retard. C'est disponible qu'en anglais parce que Apple n'est pas prête à faire d'autres langues. Ce sera pour 2025 et on ne sait pas quand. Donc voilà, c'est un faisceau de choses mises ensemble qui font que Apple Intelligence n'est pas disponible ailleurs qu'en Amérique du Nord. Voilà pour ce débat et cette question qui va nous animer encore probablement toute l'année prochaine, l'Apple Intelligence et son déploiement progressif chez Apple. On passe à nos coups de cœur, nos cartons de la semaine. Alors je fais le point sur qui veut parler de quoi. François, un sujet qu'on a évoqué la semaine dernière avec Thibaut Bisson du compte Apple TV+ FRA. Et je pense que tu as déjà plongé dans la saison 2 de Shrinking. Oui, on a attaqué ça en couple dimanche. D'ailleurs, à la grande frustration de ma chère étante qui me dit « Quoi, tous les épisodes sont pas dispo ?» J'ai fait « Non, c'est comme à la vieille époque de la télé linéaire. » Et encore, on a eu 2 épisodes la semaine dernière. Non, c'est toujours un plaisir de retrouver Harrison Ford. Je trouve qu'il est dans un rôle vraiment très décalé et très sympa. Retrouver Jason Segel aussi, qui était dans I Met Your Mother. Bref, cette série-là, je trouve qu'elle est assez sympa, bien marrante, mais en même temps, ça traite quand même du domaine psychologique qui est plutôt bien tourné, je trouve. Bref, coup de cœur, si vous n'avez pas encore regardé cette série-là sur Apple TV+,
foncez-y parce que c'est vraiment très très bien. J'ai attaqué La Maison aussi dans un autre style, je trouve ça plutôt pas mal, mais voilà. Vraiment coup de cœur, Shrinking, toujours un plaisir. Et voilà. Il y aura une 3e saison en plus, comme Thibault l'a évoqué la semaine dernière, donc ça c'est cool. Super, merci François pour cette confirmation à propos de Shrinking. Gilles, 1 minute pour ce qui ressemble à un carton. Non, c'est un coup de cœur, enfin un salut. Ma moitié, l'Apple Watch, ma moitié était en difficulté du point de vue de son autonomie. Elle tenait moins d'une journée. Et donc, décision a été prise de la relancer pour un changement de batterie qui s'est avéré, comme Fabrice l'a évoqué, un changement un échange standard. D'abord, le fait que l'Apple Watch 4 puisse être sauvé est déjà un bon point. Et puis, il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'Apple Watch 4 en stock pour le changement et ils ont gracieusement envoyé une Apple Watch 5 pour les 129 € du forfait ordinaire. Donc c'est pas... Alors ce n'est pas un cas isolé, ils font souvent des efforts sur le service après-vente. Et là, c'était un APR aussi, c'était CNC qui a repris. On parlera peut-être reparlera peut-être de la marque ces prochaines semaines. Ils ont pris le relais d'e-Concept et je pense qu'on peut faire un coup de chapeau à tous les centres de services agréés qui maillent le territoire et qui font beaucoup pour l'attachement des utilisateurs d'Apple. Parce que s'ils étaient vraiment mauvais, ils seraient partis, les gens seraient partis sur d'autres marques. Merci Gilles. Fabrice, alors toi c'est un carton, c'est sûr. Ouais, c'est un carton. Je vais vous reparler de Safari. Alors, j'en peux plus de Safari, moi. Je sais pas pourquoi, mais alors j'utilise pas Safari. J'en ai déjà parlé ici et je préfère Brave comme navigateur. Et en plus, donc, je n'utilise pas. J'ai mis donc un autre navigateur que Safari en navigateur par défaut. Et depuis que j'ai installé, alors c'est peut-être Safari, c'est peut-être donc Sequoia, macOS 15. Safari n'arrête pas de se lancer tout seul, il veut absolument se mettre devant, je ne sais pas pourquoi, et donc faut que je trouve, c'est peut-être pas Safari, en tout cas du coup ça m'agace, donc moi je veux bien, en fait le truc c'est que je veux bien utiliser Safari, mais j'aimerais beaucoup que les équipes de développement de Safari fassent vraiment un énorme effort pour le rendre compatible avec tout, y compris par exemple le type de logiciel et de services en ligne qu'on utilise pour faire nos enregistrements. Tout le monde dit qu'il faut Chromium, machin, donc Chrome, Brave, Vivaldi, tout ce que vous voulez. Ça marche pas avec Safari, donc moi j'ai rejeté, mais il veut absolument se lancer tout seul, donc ça m'agace, donc c'est mon carton de la semaine. Bon, c'est ton droit. C'est ton droit, et on peut te comprendre parfois. Moi j'ai un coup de cœur, alors, bon, vous allez dire que je suis un vendu, mais mon coup de cœur c'est la version intégrale du podcast qu'on a lancé avec Fabrice, Les Voix de la Tech. Version intégrale donc depuis quelques jours, à laquelle vous pouvez accéder alors uniquement sur Apple Podcast avec un petit abonnement, vraiment à prix quasiment cadeau. Et donc cet abonnement vous donne accès aux versions intégrales des interviews qui constituent les Voix de la Tech chaque vendredi. On en est à l'épisode 5 quasiment, en tout cas ce sera le cas vendredi. Et donc dans certains cas, ces versions intégrales, elles font entre quelques minutes et parfois une vingtaine de minutes de plus. Et donc ça permet effectivement d'aller beaucoup plus en profondeur sur les sujets. Et comme on a des invités et des voix qui sont vraiment passionnantes sur leur domaine d'expertise respective, et voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et voilà, et c'est aussi un bon complément, je trouve, à iWeek sur des sujets comme l'IA générative, justement. C'était notre sujet de la semaine dernière, Fabrice. C'était passionnant, notamment sur le doublage automatique des voix avec Lipit et Antoine Ménager.
Ouais, donc, alors, je vais pas dire que tu es vendu, mais plutôt que tu es vendeur et que tu as raison, parce que on est très content de ce qu'on fait, et c'est vrai que on a souvent quasiment, donc à chaque fois, des interviews plus longues, c'est frustrant de les couper. Donc, pour ceux qui veulent, voilà, vous pouvez écouter les interviews en version intégrale. Pour reprendre ton exemple, Antoine Ménager de chez Lipid, qui fait donc du doublage automatique, y compris en respectant les labiales, c'est encore perfectible, mais c'est quand même très très étonnant. Et on lui a posé la question, notamment sur ses rapports avec le monde du cinéma, parce qu'en France, le monde du doublage est très actif. Il a une réponse sur le sujet, on est d'accord ou pas, mais en tout cas, je trouve que cet invité notamment a une vision très claire de ce qu'il souhaite faire, de ce qu'il veut faire, comment y arriver. Voilà, son interview était absolument passionnante, et donc je ne peux que vous conseiller, pour 2,99€ par mois ou 29,99€ par an, de vous abonner à notre version premium. Merci beaucoup. C'était l'épisode 204 d'iWeek, la semaine Apple. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 205, pour une éventuelle keynote. On ne sait pas encore précisément. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera au rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été si nombreux en direct. Et les infos, on va vous les communiquer justement sur ces réseaux, X, Facebook, LinkedIn, évidemment. Vous étiez aussi sur YouTube et Twitch. Un merci tout particulier à nos soutiens sur patreon.com/iWeek. Faites comme eux pour être au rendez-vous de la spéciale interactive d'iWeek le 5 novembre et pour donc bénéficier de ce lien qui vous permettra, si vous le souhaitez, de nous rejoindre comme un invité d'iWeek et de participer réellement en visio à l'émission. Abonnez-vous aussi au passage au podcast sur toutes les plateformes. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et puis à laisser un avis. Ça donne toujours envie à d'autres de nous découvrir. Sur YouTube, vous le savez, les archives sont sur la chaîne iWeek, mais les lives et les épisodes à partir du 201 sont désormais hébergés sur la chaîne de Watch Audio. Si ce n'est pas le cas, évidemment, abonnez-vous à la chaîne de Watch Audio. Vous pourrez en profiter pour découvrir donc cet autre podcast dont on vient de vous parler, c'est Les Voix de la Tech. Partout un seul hashtag iWeekLSA. Dans un instant, si vous êtes parmi nos soutiens sur Patreon justement, on va vous faire partager en streaming le bonus hebdo qu'on va enregistrer juste après le générique de fin. Et ce bonus hebdo sera consacré à 2 projets Apple dont il est question pour 2027, à savoir les lunettes de réalité augmentée et les AirPods dotés de caméras. Salut à toutes et à tous, merci la team, salut Gilles, salut Fabrice et salut François, salut les garçons. Salut à toutes et tous, et pour rappeler que quand tu parles de Watch Audio, ça s'écrit OUATCH, c'est important, il me semble, pour que tout le monde puisse bien trouver la bonne chaîne. OUATCH Audio. Très bonne remarque. Salut François. Salut Benjamin, salut à tous, c'est très heureux d'avoir passé ce petit moment en votre compagnie. Et pareil pour nous, et salut Gilles. Salut Benjamin, alors, pareil que François, très original, ça fait plaisir toutes les semaines. À la semaine prochaine, portez-vous bien et à très vite. Ciao. Ciao.